a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, j'ai 3 invités. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc la semaine dernière, nous avions vu ensemble ce que c'est qu'une servitude avec Pascal Tourbillon ou un droit de passage. Puis après, nous avons vu la place du débarquement de Christophe Colomb qui a changé de nom le 17 décembre 2018 et qui a pris pour nom par décision du conseil municipal du Carbet, donc la place du mémorial du peuple amérindien. Et la semaine dernière, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'aurai des invités pour le convoi bar réparation. J'allais dire pour réparation, mais avant on disait convoi pour réparation, puis entre-temps ça s'est transformé en bar réparation, donc on va demander la raison. Donc mes invités sont aujourd'hui, donc honneur aux dames. Donc d'abord j'ai Myriam Malsa, qui fait un travail assez conséquent, mais monstrueux sur les convois chaque année, très dynamique. Bonsoir. Bonsoir, Fanny Roy. Bonsoir tout le monde, Martinique et puis en niveau latin. Oui, donc je fais partie du bureau du Mouvement international pour les réparations de Martinique et je suis aussi l'une des vice-présidentes. Voilà. Et donc c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui à l'émission de la Sopama pour venir présenter en fait le 22e convoi bar réparation. Et voilà. Ok, je te remercie Myriam. Donc j'ai aussi pour inviter donc deux soldats, voilà, je vais dire comme ça. Donc nous avons d'abord Jean-Luc Ega, donc qui a participé, qui a lancé le premier convoi. Donc bonsoir. Bonsoir. Simplement pour dire que je suis heureux d'être là. Merci à Zouk TV pour cet accueil, cette antenne. Merci à la Sopama. Effectivement, il y a 22 ans, cette idée a germé dans la tête de Bougfou. Enfin, à l'époque, les Canadiens étaient des Bougfou. Et l'idée de marcher est enracinée dans une tradition, dans une culture de résistance. Et c'est cet esprit-là que le convoi a été conçu à l'époque. Et c'est cet esprit-là qui perdure et qui continue. Ok, je te remercie. On va en parler plus tout à l'heure pour surtout comment est né vraiment l'esprit du convoi. Et puis, bien sûr, nous avon le Koubari étoilé de la Sopamar sur le plateau de Zouk TV. Donc, nous avons Garcin Malsa, Koubari étoilé de la Sopamar, mais aussi président du MIR, le Mouvement international pour les réparations. Bonsoir, Garcin Malsa. Bonsoir tout le monde au niveau de la terre. Et bonsoir la technique, bonsoir Mano Gagné. Eh bien, effectivement, ça me fait plaisir de voir le lien entre la Sopamar et le MIR. La Sopamar a beaucoup inspiré le MIR pour pouvoir mettre en place ce convoi. D'ailleurs, je peux même dire, lors de la 2e édition du convoi pour la réparation, eh bien, la Sopamar avait même la direction du convoi. Ah oui. Puis après, on a travaillé effectivement ensemble. Puis c'est le MIR, puisque la Sopamar a énormément de charges, ne pouvait pas à la fois organiser le convoi et puis se trouver en permanence dans des combats que nous avons pour la protection de notre vivant. Voilà. Ok. Mais je te remercie, Garcin. Donc on se retrouvera tout de suite. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de vidéo, mais je tiens d'abord à remercier Manuela. Et puis bon, je lui fais bien des misères, on lui fait bien des misères, donc grandement désolée. Et en fait, pour soutenir la Sopamar ou pour payer la cotisation annuelle, il est possible de le faire en ligne avec le site qu'on appelle Hello Asso. Donc on va voir sur l'écran comment s'y rendre. Donc vous voyez, donc vous tapez sur votre moteur de recherche internet le mot Hello Asso, donc tout collé à Sopamar derrière. Et vous tapez faire un don à Sopamar Hello Asso. Ensuite, lorsque vous entrez dans ce moteur de recherche, vous avez cette page qui apparaît. Et puis, il y a la possibilité, vous voyez sur votre gauche,
de donner un montant ponctuel, voilà, pour faire un don, ou encore vous pouvez aussi verser chaque mois un montant. Donc on va voir en détail, voilà. Alors vous pouvez payer votre cotisation ou effectuer un don. Donc je donne une fois, vous voyez en haut, vous mettez le montant, ou je donne tous les mois. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir la Sopamar, si vous voulez payer votre cotisation annuelle, donc vous pouvez le faire en ligne. Nous avons nos réunions tous les lundis soirs à 18h à Place d'Armes au Lamentin. Nous ne recevons pas d'invités le premier lundi du mois parce que c'est le premier jour, en fait le premier lundi du mois, c'est le conseil d'administration qui se rassemble. Donc voilà, donc j'ai fait un peu la présentation vite fait et on va tout de suite plonger pour le convoi bar réparation. Donc effectivement, donc le convoi bar réparation, apparemment ça a commencé en 98. Donc Jean-Luc, tu peux nous dire justement pourquoi est venue cette idée de faire un convoi, pour quelles raisons et pourquoi une marche, voilà. Et je crois que ça n'a pas toujours été, au début ça n'a pas toujours été une marche du prêcheur jusqu'à Sainte-Anne prêcheur, voilà. Mais c'était une journée complète, je sais pas, je me rappelle plus, mais je sais que c'était pas sous cette forme-là que nous connaissons aujourd'hui. Oui, effectivement. Au départ, nous avons lancé l'idée d'une rencontre entre associations pour pouvoir poser le problème de la réparation. Après le vote de la loi Taubira, il était important finalement de pousser notre avantage et de dire que tout crime mérite réparation. Et ce nombre d'associations et de camarades se sont regroupés pour lancer une action, une mobilisation qui ne serait pas statique, mais qui permettrait de toucher l'ensemble des Martiniquais sur l'ensemble du territoire. Et l'idée de la marche est venue surtout à l'inspiration de Gandhi, du Mahatma Gandhi, et la marche du sel en particulier, qui veut que la marche devienne un acte militant, un acte politique, qui permet à la fois de sensibiliser les gens, mais aussi d'impliquer les gens dans effectivement une dynamique, dans un mouvement qui permet de conscientiser et de renforcer les liens entre ces différents participants. Okay. Donc, mais les premières marches, c'était chaque soir, sortir de chaque étape et puis avec les flambeaux ou... Au départ, non. Au départ, ça a été plusieurs soirs consécutifs. Et puis, ce n'est que par la suite que l'idée nous est venue de prolonger et de densifier effectivement l'approche et donc d'avoir ce schéma d'une étape tous les soirs accompagné de flambeaux. Je crois qu'il y a eu un apport important des groupes de tambours qui n'étaient pas avec nous au début et qui ont adhéré et qui ont apporté leur dynamisme et leur élan. Il fallait être sportif, autrement tout le monde pouvait le faire? Tout le monde pouvait le faire. Jusqu'à présent, tout le monde peut le faire. Il y a entre 3 km et 7 km de marche à un rythme plus ou moins rapide, mais l'idée était que chacun trouve son rythme et participe. Alors, beaucoup étaient venus peut-être pour faire du sport, et puis finalement se sont pris au jeu de l'interrogation et du questionnement de nos réalités sociales et économiques. Et donc, la marche est devenue un prétexte pour cet échange, ce bocotage finalement entre les différents participants. Et effectivement, donc en parlant justement de bocantage, nous avons justement un programme aussi pour le bocantage chaque année, mais le bocantage permet en fait de faire connaître le mouvement, c'est bien ça, le convoi. Et est-ce qu'il y avait des conférences, des débats au début des tout premiers convois, comme il y a aujourd'hui chaque année? Eh oui, absolument. Dès lors que nous avions commencé, tu fais bien de nous faire remarquer qu'en 1998, et Jean-Luc l'a rappelé, en 1998, effectivement, on était dans la dynamique de la réparation. Mais on ne le disait pas comme ça, même avant 1998, parce qu'en 1992, nous avons lancé un grand cri à Paris avec les afro-descendants de la Caraïbe, notamment de Guadeloupe, de la Guyane. Et ça avait donné effectivement la mise en place d'une association qui s'appelle l'association de sauvegarde des peuples noirs. Et ça, c'est très important. Et puis tout de suite après, la même année, nous avons créé en 1992 le CIPN, Comité international des peuples noirs,
Et qui existe toujours. À partir de là, effectivement, nous avons lancé le CRI en février 1992 à Paris. Et un CRI en trois titres. Le premier titre, c'est reconnaissance du crime. Le deuxième titre, c'était effectivement réparation. Et le troisième titre, c'était la réconciliation. Et nous disions que, effectivement, ça, c'est la logique totale dans laquelle nous nous trouvions. Reconnaissance, réparation, réconciliation. Tant qu'il n'y a pas de réparation, il ne peut pas y avoir réconciliation. Et donc, à partir de là, nous avons progressé ensemble. Il y avait eu un grand mouvement en 98. Ensuite, tout de suite après, on a invité des sommités de la Caraïbe, d'Afrique, en Guadeloupe et en Martinique. Et puis, très vite, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, l'idée nous est venue de lancer le convoi pour les réparations. C'est-à-dire, effectivement, nous considérer comme des marcheurs. Pas des marcheurs qui vont défiler dans les rues, etc. C'est-à-dire considérer que la marche, il a bien dit, on s'est inspiré de la marche du sel de Gandhi, on s'est inspiré de ce qui se passait aussi en Afrique du Sud. La marche comme substance politique pour faire comprendre que nous avons à la fois une vision, nous avons une détermination et nous avons une volonté de faire plier quelque chose. Plier quelque chose, c'est-à-dire plier l'idée qui était ancrée en nous, qui nous obligeait à nous considérer comme des meubles, comme des êtres humains qui n'étaient pas des êtres humains, comme des êtres sans valeur. Et ça, c'est très important. Et donc, petit à petit, et chemin faisant, on a travaillé ensemble et nous avons donné à la marche une dynamique politique. La marche, comme nous disions lors de la première étape du convoi de cette année, la marche, c'est effectivement une détermination politique. On ne marche pas pour marcher. On marche pour montrer qu'on résiste à quelque chose. On marche pour montrer qu'effectivement, on exige quelque chose. On marche pour montrer qu'on a la volonté d'avancer. On marche pour montrer qu'on veut faire en sorte que les générations actuelles comprennent ce qui s'est passé avant et que les générations actuelles comprennent aussi qu'elles doivent laisser quelque chose pour les générations futures, parce que c'est très important. Voilà effectivement le sens que nous donnons à la marche. Alors j'entends dire souvent par des peut-être plus jeunes que nous a assez marché. Oui, nous a assez marché parce que nous avons marché pour marcher. Là, nous marchons pour la réparation. Et ça avait frappé les gens, cette détermination que les premiers marcheurs avaient de dire oui, nous marchons pour la réparation. Et au début, Jean-Luc l'a dit, on nous prenait comme des hurluberlus, des égarés, des fous, on nous a marginalisés. Et on observe aujourd'hui, la marche est devenue non seulement une symbolique forte, mais c'est devenu pour le peuple martiniquais, au-delà du peuple martiniquais, quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ceci pour faire comprendre pourquoi nous marchons. Pourquoi nous marchons chaque année. Alors, j'ai vu effectivement, je crois que si je me rappelle bien, c'était en 2018 ou 2017 au Sénégal. Donc, lorsque tu parlais que la marche a un symbole international, effectivement, la première marche qu'il y a eu sur le continent africain s'est faite à Gorée au Sénégal et c'était magnifique. En fait, chaque année, il y a une thématique. Le convoi traite d'un thème. Et donc, en 2018, merci, c'était la reconnexion, je crois. Le premier convoi de la reconnexion. Le premier convoi de la reconnexion avec l'Afrique, parce qu'il y a eu un deuxième pour le Bénin. Et puis après, vu la situation par rapport à la crise ontologique du Covid,
Donc il y a eu 2 ans de battement, mais peut-être que l'année prochaine ou les années qui suivent, le convoi continuera à s'effectuer en Afrique. Mais je me rappelle effectivement qu'à Gorée, c'était magnifique parce que le son, la musique était différente, avec le son, les danses des peuples de Gorée mélangés à ceux de la Martinique. Donc c'était une composition assez belle à vivre, mais on voyait les enfants aussi qui tenaient les flambeaux, parce qu'on avait emmené des flambeaux, et on voyait que les flambeaux au début étaient tous en l'air, et puis à un moment on voit qu'il y a plein de flambeaux à mi-hauteur, et puis d'autres qui sont... parce que les enfants avaient pris les flambeaux pour continuer la route avec nous, pour arriver jusqu'à la porte du retour. Et Myriam peut en parler, puisque Myriam était effectivement... Oui, effectivement, une des c'était personnes qui avait préparé le convoi. Le convoi de la reconnexion. Je salue au passage donc Hulot Guillabert qui a fait un travail, qui était la marraine en 2017 du convoi, et avec qui on a organisé ce convoi de reconnexion au Sénégal, parce qu'elle avait senti la volonté de créer ce pont entre les Amériques, en fait, nous, la Caraïbe et l'Afrique, créer ce pont chez le MIR, donc à tous les niveaux, pont économique, pont culturel et tout, comment on va dire aussi, tout les traditions, voilà. Et donc effectivement, donc il y a eu une marche à Gorée, et il y a eu un vrai mélange en fait. De toute façon, nous qu'ensemble, nous c'est en même famille, on était tous ensemble, et le travail, donc je salue au passage donc Migline, qui est une réunionnaise qui a réalisé cette porte du retour, et qui pour l'occasion est venue à Gorée. Elle a appris qu'il y a une association qui est le MIR qui organise un convoi de reconnexion, et en 2 jours elle a réhabilité cette porte, et d'ailleurs je profite de l'émission pour dire que elle doit le faire encore aujourd'hui, réhabiliter cette porte, puisque il y a la porte du non-retour, c'est comme au Bénin, la porte du non-retour, et à côté de cette porte du non-retour, bon, alors à Gorée, il y a la maison on va dire des Afres, des Africains réduits en esclavage. Ils appellent ça maison, mais c'est pas une maison. Une maison, c'est un lieu de vie où il y a la famille. C'est plutôt un centre concentrationnaire, en fait. Oui, c'est ça, c'était un camp de concentration. Ça a été nommé maison, mais c'est pas une maison, en fait. Oui, avant le voyage de l'inconnu, en fait. Ils ne savaient pas où ils allaient, et en fait, un voyage, c'était la traite. Donc c'est terrible. La porte du non-retour. Ouais. Voilà. Et puis, un peu plus loin, elle a installé la porte du retour. Et donc, c'est la marche qu'on avait fait le soir au flambeau, voilà. La marche au flambeau. On était parti du centre de Gorée pour rejoindre cette porte du retour. Parce que symboliquement, on revient dire à l'Afrique que nous sommes les enfants d'Afrique, et nous avons ce besoin. Donc on est dans une dynamique là d'auto-réparation. Et pour revenir au convoi, c'est ça aussi les marches. C'est un outil d'auto-réparation, comme le dit régulièrement le président, puisqu'il s'agit pour nous de nous retrouver, puisque très souvent on est pris par le quotidien et tout ça, nous retrouver, discuter, échanger sur des problématiques de notre... du quotidien, et puis de notre société, et des problématiques qui concernent effectivement les afro-descendants, les peuples dominés en fait, puisque nous sommes toujours colonisés, et donc c'est ça. Et lors de ce convoi, effectivement, il y a toujours un moment de réflexion, un moment d'échange, où là on invite des personnalités qui viennent porter leurs connaissances en fait sur les questions de l'histoire. Voilà. Et ensuite il y a un débat. Alors puisque tu parles justement de cet échange de connaissances, de savoir, on va parler justement du colloque cette année. Donc le thème du convoi cette année, c'est quoi? Alors le thème du convoi, c'est réparation, c'est remettre l'humanité. Voilà. C'est-à-dire que sans réparation, le président l'a dit, on n'ira pas vers
cette situation de paix à laquelle nous espérons tous, quoi. Et lorsqu'on parle, parce que ça m'est revenu lorsque M. Higa parlait justement avec García Malsa, donc on parle de réparation, mais l'idée, je vois qu'il y a certaines personnes justement qui parlent de résilience. Qu'est-ce que vous dites sur la résilience ? Est-ce qu'il est possible de vivre sereinement avec la résilience et laisser les réparations de côté et puis faire de la loi Taubira une loi mémorielle? Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce côté de résilience que certaines associations demandent, quoi? La résilience, c'est la capacité à accepter l'adversité et n'indique pas forcément une volonté de résister et de reconstruire quelque chose de différent. Et cette notion d'acceptation, pas forcément passive, puisque c'est une adaptation, ne correspond pas forcément aux nécessités du jour. Il nous faut, au jour d'aujourd'hui, parvenir non seulement à résister et à dominer des situations que nous ne maîtrisons pas initialement, il nous faut arriver à proposer un modèle différent de société, arriver à proposer des formes et des approches qui traitent de tous nos problèmes économiques, culturels, financiers et autres. C'est ça. Parce qu'il y a des peuples qui sont dans la résilience et puis qui finissent par disparaître, en fait, qui finissent par se perdre complètement. Voilà. On continue parce que donc pour le colloque, comme je me rappelais de cela pendant que tu parlais, donc je suis désolée. Alors le colloque cette année aura lieu les 13 et 14 mai à l'hôtel de l'Assemblée de la CTM, c'est donc en face de la Savane. Faut préciser, c'est pas l'hôtel de Cluny, l'hôtel de l'Assemblée de la CTM et donc le thème c'est mieux connaître les crimes pour mieux les réparer. L'objectif, on se rend compte, en fait, c'est le constat fait par les membres du MIR, que les gens n'ont pas une connaissance, comment on va dire, l'objectif c'est pas pointu, mais assez poussé des crimes qui ont été perpétrés et puis de la férocité de ces crimes. Très souvent, c'est pourquoi les gens nous disent « Ah, mais c'est le passé, il faut dépasser le passé ». Et quand on a une connaissance de ces crimes, on n'est pas. L'objectif, c'est de mieux comprendre pourquoi il y a nécessité de réparation de ces crimes. Donc, ce sera la deuxième partie. Il y a 2 journées. La première journée, c'est mieux connaître. On peut voir les affiches avec sur l'écran. Des intervenants tels que Jean-Philippe Omotunde. Il y aura également Rosa Plumel-Uribe. Donc on ne présente plus et Roland Bosphore et Dominique Monotuka. Donc nous voyons justement sur l'écran le colloque du vendredi 13 mai, voilà, mieux connaître, et puis le colloque du samedi 14 mai pour mieux réparer, voilà. Et donc ce deuxième jour, on aura des intervenants comme Sa Majesté la Reine Mère Dorothy Désir, qui est donc reine-mère de la diaspora africaine et qui fait un travail de reconnexion, elle aussi. Alors, il y aura Rodolphe Solbiac, qui est un universitaire, qui écrit sur les statuts, notamment Brigitte Fakora, qui est également universitaire. Il y aura René-Louis Etilé, qui est un Martiniquais, un égyptologue. Donc on peut voir aussi les intervenants. Donc j'ai préparé une affiche aussi avec tous les intervenants, voilà, tous les intervenants du colloque. Donc il y a Juliette Smeralda qui est la marraine. C'est très important. Pour nous, il est important parce qu'on l'avait déjà choisi comme marraine en 2020, mais dans la mesure où on n'a pas pu faire le convoi dans sa forme normale, initiale, puisque on est en période de Covid. Donc on a reporté cela en 2022. Donc c'est franchement un honneur pour nous qu'elle ait accepté d'être marraine de ce convoi, car elle fait un travail extraordinaire de recherche sur tout ce qui, tous les maux
société. nos peuples afro-descendants et de notre société martiniquaise. Elle n'est pas que sur elle n'a pas travaillé que sur les afro-descendants. Et donc voilà, donc c'est pour nous. D'ailleurs, durant le convoi, à chaque étape, elle présente. Elle fait la marche chaque étape. Peut-être pas tous les Ah soirs. oui, Juliette. Oui, elle fait. Évidemment, elle est toujours présente. Je pense qu'effectivement, il est à noter la force, la détermination avec laquelle Juliette intervient. Elle intervient en marchant, avec toute l'énergie qui l'emporte, mais elle intervient aussi avant le démarrage de chaque étape pour expliquer l'importance d'une marche, la vision politique de la marche et ce qu'il y a à la marche. La marche, du point de vue sociologique, eh bien, c'est non seulement cette capacité de résister, mais cette capacité, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, de construire. Hier, par exemple, son intervention a porté sur la symbolique circulaire et la symbolique linéaire. Si on fait une marche pour défiler, on est dans une symbolique circulaire, on circule. On est dans une symbolique linéaire, où on continue, où on se prolonge, lorsqu'on fait une marche pour exiger quelque chose, à la limite même pour s'imposer. Le convoi, et à travers cette marche, eh bien, il y a, comme Jean-Luc disait, comme Myriam disait, toute notre fierté qui apparaît. On est droit debout et on fonctionne. Et la marche, c'est aussi cette thérapie qui nous traverse pendant 2, 3, 4 heures et qui nous amène à faire en sorte que, en fin de la marche, eh bien, nous sommes contents. Nous nous retrouvons autour, pas d'un pot, autour d'une petite fête qui ne va pas durer longtemps, à boire ce que nous avons préparé, puisqu'il y a effectivement, nous oublions très souvent, la logistique. Ces amis de la logistique qui nous préparent tout, depuis comment ça s'appelle, le parcours à faire, jusqu'à chaque étape, la sécurité, et effectivement à boire ou à manger quelquefois à la fin. Donc je crois qu'effectivement... Pas qu'à la fin, puisque lorsque nous avons trouvé là quelque chose... Oui, voilà. Lorsque l'étape est longue, il y a quand même des arrêts pour aller prendre une petite collation. Pour nous substanter, etc. Et nous avons trouvé quelque chose là d'extraordinaire. Et c'est pourquoi les gens se retrouvent très très bien dans la marche. Nous avions eu peur de lancer le convoi cette année. Nous nous demandions, est-ce qu'avec cette histoire de confinement, eh bien, nous aurions eu du monde. Et nous avons été frappés que, dès le départ, nous avons eu du monde, malgré la pluie. La deuxième étape était aussi florissante que la première, et la troisième, etc. Et c'est pourquoi nous invitons les gens, justement, à se dégonfler un peu, à sortir d'eux-mêmes. Et lorsque pour venir marcher, ça, c'est un bien-être, c'est un exercice de bien-être. Et je crois que c'est très très important le convoi. D'ailleurs, nous sommes dans la droite ligne de ce que faisaient nos ancêtres. Alors eux, c'était beaucoup plus dur pour eux à l'époque, puisque c'est la période de l'esclavage. Bon, on les considérait comme des meubles, etc. Mais ils s'organisaient, soit le soir ou même pendant la journée, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger entre eux, et pour s'organiser, pour voir effectivement, comme disait Jean-Luc, dans quelle dynamique de changement que nous pourrions nous trouver, disait-il à l'époque. Et ça, c'est très important. La dynamique de changement. Nous sommes dans une dynamique de changement fondamental. En fait, chaque année, il y a à peu près 10 étapes. La plus longue, en général, c'est celle de Saint-Pierre-Prêcheur, qui fait à peu près 10 km. En général.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. On a fait effectivement des étapes. On a fait des étapes. Je me rappelle, il y avait une étape à 7 miles qui avait 22 km. Hein. Ah oui? Ah oui, 22 km. Un soir, vous avez fait 22 km. Non, mais ça, c'était le premier convoi, je pense. Où là, ils l'ont fait sur 2 jours. Ah non, c'est pas le premier convoi. On a fait une marche qui avait 22 km. Les gens avaient crié, effectivement. En un seul temps? Oui, c'était l'étape de... Mais c'est un semi-marathon. C'était l'étape de Sainte-Marie et qui nous avait conduit dans l'intérieur de Sainte-Marie jusqu'à Marigot. Et nous sommes arrivés à la limite Marigot loin. Et c'était très très dur. Okay. Bon, on n'avait pas fait ça exprès. Hein. Mais lorsque je vois par exemple l'étape de Saint-Pierre, Prêcheur, c'est là où il y a le plus d'enfants. Des mamans avec des poussettes. Et lorsqu'on a les enfants, la première fois que les enfants ont participé, et puis qu'on refait la route en voiture, ils ont dit on a fait tout ça. Ils se seront même pas rendus compte qu'ils avaient fait tout ça à pied. Parce qu'il y a les groupes à pied, il y a les camarades, il y a les flambeaux. En fait, il y a un ballon qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait Alors, je vous donne une anecdote que nous avons vécue hier. Et à l'arrivée de l'étape d'hier à Rivière-Salée. Et il y a quelques jeunes du groupe à pied, ou les bonnes, qui sont venus me voir et qui nous disent, il y avait Marcel, nous étions 4, les autres étaient partis, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait de nous. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Non. Et à travers le convoi, eh bien, on a fait de nous des hommes et des femmes qui sont fiers à la fois de vous, mais de nous aussi. C'est ça. Les jeunes de Ouélé-les-Bonnes. S'ils m'entendent là aujourd'hui, ben, je leur dis que je suis très très content de ce message qu'ils m'ont lancé. C'est un message partagé et je le prends non seulement pour moi, mais tous ceux qui ont, dès le départ, mis en place ce convoi, parce que là, on ne peut plus arrêter. Maintenant, alors ils m'ont demandé, oui, mais comment, après votre départ, M. Malsam, Bougade, etc., nous étions là, M. Tourbillon, comment nous allons pouvoir faire? Mais c'est les autres cas pour organiser comme ça à présent. C'est ça le problème. Le message est lancé, et je crois que c'est très important. C'est très important. Et quand nous parlons nous avons pris comme thème, réparation, c'est remettre l'humanité. C'est pas un hasard. C'est remettre l'humanité. Lorsqu'on voit la situation mondiale aujourd'hui, la situation mondiale générale, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue sanitaire, du point de vue de la santé, etc., les gens sont complètement désemparés. Je discutais de ça avec Jean-Luc Egal tout à l'heure, de voir comment les gens... On a même l'impression que les gens ont peur d'eux-mêmes. Parce que depuis 2 ans, les gens sont dans une situation de déprime généralisée. Et ces gens-là ne peuvent pas s'imaginer comment, à travers le convoi, s'ils viennent, et c'est pourquoi je les invite, ils vont sortir de cette situation de déprime. Je pense que c'est important, une situation de déprime, une situation de violence, une situation terrible, quoi. Violence, salut. Et Juliette disait hier que j'aurais préféré qu'elle soit là, elle va certainement en parler demain ou après-demain. Elle disait hier, cette situation de violence, eh bien, elle vient de l'autre. Elle vient de l'autre plutôt. Mais si nous l'acceptons, nous nous faisons violence nous-mêmes. Donc il ne faudrait pas l'accepter. Et pour refuser de l'accepter, il faut que nous nous organisions justement en pensée linéaire. Et ça, c'est très important, et non en pensée circulaire. Je voulais quand même citer, parce que tu parlais du groupe Ouélé-les-Bandes, donc j'ai le programme dans les mains, on va le voir affiché, donc c'est en format A3, c'est très grand. Donc je voulais quand même nommer les groupes à pied parce qu'ils sont vraiment importants et ils donnent une belle force au convoi. Donc il y a Défoulement, il y a Marronnage, il y a Ouélé-les-Bandes, il y a Nous Passaves,
marronnage, mon Dieu, tambour-bocanal, nouvelle génération, toute moun joine, les colibris, Vokoum, et il y a un groupe de Guadeloupe. Oui, tout à fait. Alors, comment il s'appelle? C'est Vokoum, le groupe de Guadeloupe qui, depuis 2001, vient au convoi. Et d'ailleurs, c'est donc ce liennage Guadeloupe-Martinique que nous avons fait. Donc, Vokoum, qui est un mouvement culturel qui fait un travail considérable sur la Basse-Terre, un travail social, un travail sur le plan d'histoire et tout ça. Et donc, Yoka Vini Banou Fosla, c'est généralement à la dernière étape, Saint-Pierre-Prêcheur. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens ne sentent pas tellement les kilomètres qu'ils font, parce que Vokoum, comme les autres groupes, les groupes à pied, nous donnent le pas et puis va avec assez de dynamisme lors de la marche, quoi. Donc, il y a peut-être des groupes qui ne sont pas là, mais qui étaient là aussi auparavant, comme par exemple comme Colibri, comme il y a d'autres groupes, les groupes du corps, du collectif des orchestres de rue. Donc c'est vrai qu'après 2 ans, tous ces groupes-là n'ont pas forcément repris. C'est d'ailleurs pour qu'on retrouve marronnage sur presque 5 étapes. Et il faut avoir du physique en Bellefosse, de jouer comme ça, tout en marchant chaque soir. Il y a un sacré physique. Ouais. Du physique, du mental, et puis des pious, ça vaut aussi poutiou qu'à marcher. Donc on revient au sens de la marche. Je pense que ça te donne plus de détermination et de force pour y aller. Donc c'est en ce sens que... Alors tout à l'heure là, tu citais les personnes qui sont les invités du colloque, mais on n'avait pas fini, je pense. Ouais, les invités du colloque. Donc on invite les Martiniquais à venir à ce colloque le samedi 14 sur la thématique mieux réparer les crimes. Et donc du coup ça commence à 9h le samedi. Alors le vendredi c'est 8h30, le samedi c'est 9h. Et donc là il s'agira d'échanger sur les avancées des réparations dans diverses zones du globe, aux États-Unis, avancées au niveau dans les pays de la CARICOM, avancées aussi au niveau de l'Europe. Et il sera question aussi de parler de l'action juridique menée par le MIR, puisque les 12 et 13 octobre dernier, il y a eu un procès historique du MIR, de l'État français, puisque le MIR a signé l'État français pour exiger ces réparations. Donc on parlera de l'avancée de cette action-là, sachant qu'il y a une première action qui est pendante au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, nous attendons le retour de la Cour, mais nous savons déjà que notre requête est recevable. Donc, ça veut dire que c'est déjà une belle avancée. Et il y a une deuxième action qui date de 2015, et c'est celle qui a été présentée à la Cour d'appel de Fort-de-France les 12 et 13 octobre dernier. Okay. Mais donc, il y a eu une première abolition de l'esclavage le 4 février 1794. Et ensuite, il y a eu de nouveau le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement, le MIR, du fait que en 2021, j'ai emmené le décret le rétablissement de l'abolition de l'esclavage, ça c'est le décret d'abolition de l'esclavage de 1848, mais j'ai aussi emmené le décret de Napoléon qui rétablit l'esclavage. Donc comment, voilà, en 1802, donc comment le MIR conçoit le fait que la France célèbre le bicentenaire de Napoléon alors que il cautionne le crime contre l'humanité. Bon, c'était pas comme ça peut-être qu'il concevait le crime contre l'humanité, mais voilà, qu'est-ce que le MIR pense de ça justement? C'était en 2021. Oui, la France est dans sa logique, la logique colonialiste, la logique impérialiste, dans une logique qui ne nous reconnaît pas comme des humains, nous les peuples noirs,
Et ça ne doit pas nous gêner. C'est nous qui devons comprendre la logique de la France pour imposer la nôtre. La nôtre, c'est la logique Ubuntu, la logique effectivement où nous disons que tous les êtres humains sont des êtres humains et tous les êtres humains doivent être respectés. Ubuntu, c'est quoi? Ubuntu, ça veut dire effectivement le respect du vivant, en gros, quoi, pour développer. Quoi, le respect du vivant, que ce vivant soit du végétal, de l'animal, etc. Je pense que c'est ça le problème. Toute vie est une vie. Et il n'y a pas de vie supérieure à une autre vie. Ils n'ont pas encore intégré ça qui est la stratégie même que nous mettons en place au niveau du MIR et qui est même le fondement du MIR. Et c'est pourquoi le MIR, dès le départ, a dit qu'elle est une association qui lutte contre toutes les formes d'impérialisme, toutes les formes de colonialisme, toutes les formes d'injustice pour effectivement aller vers le respect des êtres vivants, et en particulier le respect de l'humanité. Donc le thème du convoi cette année répond au fondement du MIR. Donc il y a Myriam qui parlait... Réparation, c'est respect, réparation bas l'humanité. Donc il y a Myriam qui parlait justement de ces procès, mais que ce soit pour la chlordécone, que ce soit pour les réparations, il n'y a aucune reconnaissance en fait de l'État français. Pourtant, on dit que les plaintes sont recevables un peu plus haut, mais l'État français, il nie complètement la liberté de nos droits. Tout à fait, piétine carrément nos droits. Parce qu'en fait, il y a eu cette reconnaissance de crime en 2001. Normalement, quand un crime est considéré comme crime contre l'humanité, il est imprescriptible, c'est l'essence même du truc. Et là, on nous parle de prescription dans le cadre de ce procès, mais on sait pertinemment que bon, c'était pas on n'attend pas grand-chose de l'État français, mais c'est pour les pousser dans leur retranchement et leur montrer leurs contradictions et montrer aussi au peuple afrodescendant comment agit cet État qui se dit, qui se targue d'être représentant des droits de l'homme et du citoyen, et on voit bien qu'en réalité on est loin de tout ça. Et juste pour compléter ce que disait le président, Ubuntu, donc c'est surtout je suis parce que nous sommes, c'est-à-dire le respect de l'un et l'autre. Et on voit bien que certains descendants de colons s'approprient ce mot, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont totalement loin de l'esprit même de ce mot. Oui, ils avaient même une chanson, Vivre ensemble, mais en fait, ils ne savent pas c'est quoi, en fait. Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique de vivre ensemble en ayant toujours cette idée de hiérarchisation. Hiérarchisation des êtres humains, et c'est pourquoi c'est ce qui a donné lieu à cette traite qu'on a connue et cette mise en esclavage d'Africains aux Amériques, et après la déportation aussi des Indiens, de d'autres peuples, toujours dans une dynamique de profit et de mais on trouve quand même cette bipolarité-là depuis des siècles, puisque nous voyons que, par exemple, à l'article 5 du décret d'abolition de l'esclavage de Victor Schœlcher, qui a été déchouqué à Cazenavire, qui a été déchouqué à Fort-de-France, donc l'article 5, donc j'ai noté, qui dit que les créoles seront indemnisés. Donc en fait ce sont les bourreaux, en fait ils ne sont pas considérés comme étant des criminels, puisque les victimes ne sont pas... La logique des choses voudrait que les victimes, lorsqu'il y a une victime et lorsqu'il y a un criminel, que les victimes qu'ils aient réparation et que le criminel paie. Mais là, Victor Schœlcher, qu'est-ce qu'il fait ?
il indemnise les bourreaux. Et puis bon, les victimes, elles sont là et vouées à eux-mêmes, et elles deviendront encore sous une autre forme des esclaves, et puis un travail forcé en quelque sorte, très peu rémunéré. Et qui plus est, qui a un statut juridique, comme dit très bien Monotuka, d'affranchi. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas cette reconnaissance-là. Non, il n'y a pas cette reconnaissance. On voit bien en fait que c'était une passation en fait de l'être esclavagisé de maître, c'est-à-dire qu'on est passé du maître à l'État, mais dans des conditions toujours aussi difficiles, puisqu'on a vu qu'entre 1948 et 1870, les conditions étaient tellement terribles, et ces personnes libres se retrouvaient sans rien, sans terre, sans rien. Donc du coup, elles se sont rebellées lors de l'insurrection de 1870. Et il y a justement une pièce de théâtre de Claudette. Tu peux en parler ? Oui, la pièce de théâtre de Claudette qui était présentée. Claudette Duhamel, qui était présentée en 2021. C'est Soif d'existence, qui est une pièce de théâtre qui était présentée en septembre 2021 sur justement les événements de l'insurrection du Sud de 1870. Qui parle de cette période-là. Voilà, de cette période-là. C'est un peu romancé, mais elle reste proche de faits historiques et rappeler en fait la férocité en fait du mécanisme du système à cette époque. Et voilà, qui ne change pas, puisque cette année, on a en fait dédié ce convoi aux soignants. Parce que on constate que ce qu'ont vécu les soignants durant cette période de Covid, c'est atroce, et qu'ils continuent de vivre. C'est-à-dire qu'ils étaient les premiers à être sur le terrain de guerre et tout ça, sans matériel, sans rien, et parce qu'ils ont refusé cette injection, ils se retrouvent là mis de côté et complètement démunis, des familles entières, donc sans revenus, et donc où grâce à la solidarité du peuple martiniquais, certains arrivent à résister, comme on dit. D'ailleurs, ils se retrouvent sur le rond-point de la résistance, rond-point de présence africaine, voilà, où eux aussi, ils sont dans une dynamique linéaire, on va dire, où ils essaient de trouver des moyens pour se reconstruire après cette période. Parce que quand on parle de déportation, de traite négrière, on parle de Maafa, c'est un gros bouleversement, et là c'est un bouleversement en fait, lors de cette période du Covid. Et, d'ailleurs, ils sont dans le programme, ils ont des étapes, j'ai vu dans le programme qu'ils font des villages. Voilà, des villages. Des villages le matin. Oui, c'est dans le programme. C'est exactement dans le programme. Donc, sur 8 étapes, ils seront présents. Donc, ils auront des villages où ils vont présenter en fait tout le travail qu'ils font sur le plan de la santé en Martinique, de sensibilisation sur les maladies chroniques. Et donc, ils étaient donc le dimanche 8 au Prêcheur, le lundi 9 à Sainte-Anne, donc le mercredi 10, ils étaient arrivés à Salé. Dimanche 15 mai, ils seront à Sainte-Marie. Le mardi 17 mai à Basse-Pointe, le mercredi 18 mai au CHU, jeudi 19 mai à Casse-Pilote, et le samedi 21 mai, ils seront à Saint-Pierre. Donc nous invitons les Martiniquais à aller vers eux et à aussi venir échanger sur le choix qu'ils ont fait de se ressourcer dans nos connaissances ancestrales et les proposer aux Martiniquais pour pouvoir affronter en fait le Covid. Voilà. Donc dimanche, alors le convoi passera à Sainte-Marie, à 4,6 km. Lundi 16 mai, donc il y a la conférence avec la reine-mère Dorothy.
Le 17 mai, le groupe Omakuba, donc Basse Pointe Makuba, donc ce sont des étapes qui sont récentes, mais qui sont très, très beau talent en fait. Mercredi, c'est Fort-de-France, c'est 8 km. Donc il y a quand même de la joyau à l'association Bocandal. Jeudi 19 mai, Solcher-Casse Pilote. Vendredi 20 mai, Bellefontaine-Carbet. 21 mai, samedi, à Saint-Pierre, Prêcheur. Et après, le dimanche 22 mai, à la porte du retour, à la savane des pétrifications aux Salines. Voilà. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce qu'on appelle en fait la porte du retour représente en fait l'utérus d'une maman, parce qu'en fait dans les traditions ancestrales africaines, on dit que on retourne sur terre. La mort n'existe pas, c'est-à-dire qu'on se réincarne dans un autre corps. Et lorsqu'on se réincarne dans un autre corps, ce qui nous permet d'ouvrir nos yeux à la vie, c'est justement le ventre de la mère, et c'est ce qu'on appelle en fait la porte du retour, puisque l'âme retourne dans un nouveau corps et puis prend naissance sur terre. Donc j'ai appris ça il y a pas plus tard que cette semaine. J'ai trouvé ça très 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 sensé, et je pense que c'est ça quoi. Oui, la porte du retour, je peux dire quelques mots, bien Jean-Luc, c'est pourquoi effectivement. Jean-Luc, justement, la porte du retour, et c'est nous, et la ville de Sainte-Anne, nous avions géré pendant 25 ans, et Jean-Luc et moi qui nous trouvons sur le plateau, et qui avons décidé de faire en sorte qu'il y ait en un lieu en Martinique un endroit où les Martiniquais puissent venir se ressourcer. Et cet endroit, nous l'avons cherché un peu partout. Et comme par hasard, il se trouve à Sainte-Anne. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est l'endroit le plus rapproché de l'Afrique. C'est le site martiniquais le plus rapproché de l'Afrique. Ça se trouve où? Ça se trouve aux Salines, avant de prendre la savane des pétrifications. Et donc, à partir de là, nous avons demandé à un artiste de nous faire effectivement, à sa façon, une sorte de stèle. Et l'artiste, c'est Richard, qui nous a présenté ce que nous voyons lorsque nous nous déplaçons du côté de la savane des pétrifications, un peu caché, surmonté. Et ce que tu disais tout à l'heure, qui représente effectivement l'utérus de la femme. Et régulièrement, il y a des Martiniquais, des Martiniquaises qui viennent se ressourcer là. Ça, c'est la porte du retour qui a été mise en place, je crois que nous avions fait ça en 2002 ou 2003, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Okay, donc il nous reste très peu de minutes, donc tu as quelque chose à rajouter? Oui, sur le plan pratique, alors on invite les gens à s'inscrire pour la conférence, donc au 06 96 19 91 94, soit en envoyant un SMS ou en appelant, donc donnant leur nom, prénom, leur mail. Donc il y a pour la conférence également du lundi 16 mai avec Sa Majesté Reine Mère Dorothée Désir. Elle aura lieu donc au Centre culturel de Basse-Gondo. Donc les gens sont invités également à s'inscrire pour cette conférence, ou en allant en envoyant un message au mail du MIA. Voilà. Et puis pour les marches, c'est basket, une bonne, en fait, être habillé en blanc de préférence puisque c'est la nuit, tête marée en rouge, donc c'est le code de la tenue, et puis de bonnes chaussures, de l'eau. C'est tout. Et dernier truc, c'est-à-dire que moi je tiens, compte tenu de l'actualité, à condamner très clairement en fait la persécution qui est faite aux militants, puisque la semaine dernière il y a des militants qui ont été raptés, on va dire, chez eux par des gendarmes par rapport au déchoucage dont tu as parlé, déchoucage des statues de Chelcher, et nous soutenons donc ces militants-là. C'est tout à fait. Et nous soutenons aussi les soignants pour le travail qu'ils ont fait et pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et nous demandons aux Martiniquais de les soutenir
constamment. Je pense que c'est très important. Et puis nous voulons remercier tous ceux qui, de près ou de loin, les partenaires, nous aident à soutiennent. réussir le convoi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dons, nous recevons beaucoup de dons des Martiniquais, c'est pourquoi effectivement le convoi dure et perdure. Voilà. Simplement pour rappeler que ce convoi s'inscrit dans une dynamique internationale qu'il y a partout aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Afrique, des mouvements, des gens qui effectivement mettent en avant ce mot d'ordre de la réparation, non pas en tant que forme d'hostilité ou d'opposition systématique au monde occidental, mais comme ouverture et comme nouveau processus de création collectif. Et donc ces mouvements prennent de plus en plus d'importance partout ailleurs aussi. Donc, d'ailleurs, mouvement international pour les réparations, le MIR, il y a aussi le CNR, qu'il ne faut pas oublier, le convoi Timoun, et puis on a toujours un visuel chaque année. Donc aujourd'hui, en fait cette année, vous avez le visuel ici, là, que vous allez voir. Visuel réalisé par Fanny Wa, que l'on remercie. Merci beaucoup. Okay. Et puis donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie grandement Zouk TV, Manuela, Monsieur Granier de nous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Et merci au MIR, merci au CNR et à tous les partenaires qui permettent au MIR de continuer de faire ce beau convoi. Et à tous les participants, bien sûr. À très bientôt. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.